Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser aujourd'hui à un sujet qui n'a pas de lien direct, apparent, je dis bien apparent, avec le nucléaire. Depuis longtemps, on avait envie ou besoin de parler de ce qui se passe au Testet dans le Tarn autour du projet du barrage de Sivens. La lecture de la parution toute récente, le 2 décembre dernier, du rapport de l'IGGN, Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, sur la, je cite, conduite des opérations de maintien de l'ordre dans le cadre du projet de barrage de Sivens, fermez les guillemets, rapport commandité après le décès de Rémi Fraisse dans la nuit du 25 au 26 octobre dernier. Donc la lecture de ce rapport nous a convaincus qu'il nous fallait consacrer au moins une de nos émissions pour donner la parole à un opposant au projet de barrage. Alors avec nous en ligne, on a un des membres fondateurs du collectif d'occupation. Bonjour, tu es là ? Allô, bonjour. Tu ne camoufles pas ta voix. Oui. Bon, merci d'être avec nous et de nous aider à tenter d'élucider un certain nombre de points, pour ne pas dire de stupidité et de contre-vérité qui figurent dans la propagande officielle. Il n'y a pas de problème. Alors, avant d'aborder ce qui s'est passé les 25 et 26 octobre dernier, est-ce que tu pourrais nous faire un petit historique rapide du projet et peut-être aussi nous expliquer comment l'opposition s'est construite, ou s'il y avait une opposition d'ailleurs au projet au fil des années, là, jusqu'à la création d'une ZAD, zone à défendre, s'il te plaît. Oui, alors vite fait, c'est un projet, il y a toujours eu un projet de lac dans cette zone depuis les années 60. Ça a toujours échoué parce que il y avait des propriétaires qui étaient nombreux et qui voulaient même pas faire rentrer la CACG. CACG, c'est Compagnie d'aménagement des coteaux du Gascogne. C'est une entreprise qui est fabriquée en 1950 pour développer l'irrigation dans le sud-ouest et partout en France. Donc ils voulaient même pas laisser rentrer la CACG. Donc elle pénétrait pas dans les parcelles des agriculteurs, des éleveurs. Jusque dans les années 2000, en fait, il y a, suite au remaniement des héritages, tout ça là, et les agriculteurs, les quelques éleveurs qui restent, et même il y a même plus d'éleveurs pour une partie d'entre eux, eh ben ils se laissent séduire par l'idée de tout vendre à la CACG pour qu'elle fasse son barrage. Et là, donc, pendant 10 années, il y a une instruction. Ils instruisent, et puis en 2011, il y a un collectif qui se crée, qui s'appelle le collectif pour la sauvegarde de la zone humide du Testet. En 2011, il se crée parce que ça commence à devenir très sérieux, cette histoire de barrage. Donc ils font tout ce qui est légal, voilà, ils portent plainte, ils font des réunions publiques, ils demandent à se faire entendre, ils participent à l'enquête publique, enfin bref. Voilà. Et puis, début octobre, le 12 et le 13, malgré un avis défavorable de l'enquête publique, la préfète Josiane Chevalier, publie deux arrêtés de déclaration d'utilité publique et de dérogation à la destruction des espèces protégées. Dans la foulée, il y a un ensemble de citoyens qui considèrent que c'est plus possible autrement de s'opposer au projet
que d'occuper le site. Donc il y a une première assemblée à 30 personnes qui fait naître le collectif Tant qu'il y aura des bouilles à la Métairie-Neuve, qui est une ferme en fait qui a été achetée par le Conseil général en 2002 en prévision qu'ils allaient faire un barrage là, et donc il fallait personne qui habite à côté. Voilà, donc le collectif se crée. Puis alors ce qui est important de dire, c'est que le collectif s'est créé majoritairement par une assemblée de gens qui habitent à côté, dans le coin, qui sont des gens qui se sont opposés, mais qui considèrent qu'il faut occuper maintenant. Contrairement à ce qu'on dit dans la presse. Une partie de personnes qui sont des gens mobiles, qui ont connu la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, qui connaissent le droit du logement, le squat, tout ça. Voilà. Et de là part donc une sorte d'occupation qui se prolonge et qui permet dans un premier temps de bloquer les naturalistes qui viennent prélever des espèces pour les déplacer dans la zone humide. Ça, on est pendant l'hiver 2013-2014. En fait, il y a pas beaucoup de monde qui est, mais ça fait beaucoup de bruit déjà dans le coin. Pas au niveau national, mais dans le coin, ça fait déjà beaucoup de bruit, parce que on est attaqué par des gens qui se disent, qui sont même pas pro-barrage, des gens qui n'aiment pas les collectifs d'occupation. Voilà, un saccage de la Métairie-Neuve le 23 janvier, par exemple, qui fait grand bruit, qui nous oblige à nous déplacer sur la parcelle de la Bouillonnante, où on installe un camp qui est exactement sur le projet de digue, hein, là où il y a le fort actuellement d'ailleurs. Et puis en mars, grâce à la mobilisation qui vient de partout, il y a 80 personnes qui dorment dans toute la vallée là en mars, le soir. Grâce à ça, et puis grâce à d'autres choses sûrement, le déboisement est repoussé. On est expulsé de toute la vallée le 16 mai. 16 mai 2014, une grosse opération de police avec des CRS, un peu de 300 gendarmes, 300 personnes mobilisées expulsent la vallée, détruisent tous les lieux de vie. Et là, ça devient compliqué parce que fin août, comme l'arrivée des machines arrive, est proche, c'est très compliqué de revenir occuper la zone parce que les gendarmes l'empêchent. Et malgré tout, il y a un collectif qui se monte et qui dans des conditions de fortune très précaires, arrive à s'installer sur la Bouillonnante. Et puis le 1er septembre, donc c'est le démarrage des travaux express, vraiment des travaux au forceps, avec donc 150 gendarmes mobilisés, des violences inouïes sur les manifestants pour permettre aux tronçonneurs d'œuvrer. Et après les machines, on peut dire en 3 semaines, ils ont quasiment fini. Ils ont fini le boulot, de déboisement de la zone humide. 1 hectare par jour. Les moyens qui sont développés là, c'est les moyens qui ont été développés par l'entreprise Agri 2000, qui a fait le déboisement de la ligne LGV Tours-Bordeaux. Donc c'est vous dire à qui on a affaire. Donc ils ont travaillé pour Vinci, et là ils travaillent pour la CACG. Et c'est eux qui viennent là. Alors les conducteurs d'engins sont aussi agressifs que les gendarmes. Hein. C'est vraiment des gens, des furieux. Voilà. Et donc, suite à ça, en fait, la résistance ne faiblit pas pour autant. En fait, il y a toujours des gens qui s'opposent malgré cela. Toujours des gens qui habitent sur place avec des moyens de fortune. Et décider un grand rassemblement, de réoccupation, une volonté de réoccuper le 25-26 octobre, un week-end. Et sur le site, il y a 7000 personnes qui viennent, et puis il y a des affrontements, et le dimanche, on apprend la mort d'un manifestant pendant la nuit. On va y arriver. Est-ce que tu peux juste, pour qu'on comprenne bien, savoir pourquoi vous défendez une zone humide ? Alors bien sûr, excuse-moi de poser des questions bêtes. Tout l'aspect écologiste, tout l'aspect qu'avec une zone humide, en fait, en France, 60% en 10 ans, 60% des zones humides ont disparu en France. En Europe, 50%.
C'est parce que c'est des endroits qui sont rentables en fait. Par exemple, mais on les défend parce que ces endroits sont des endroits absolument nécessaires pour l'écosystème, la biodiversité qu'on a autour de nous, que je vais résumer par un terme emprunté à Pierre Fournier, qui sont les contingences biologiques. En fait, si on veut vivre sur Terre, il faut bien qu'il y ait des choses l'eau soit filtrée, le CO2 soit capté par des plantes, que la vapeur d'eau soit rejetée dans l'atmosphère par les feuilles. Et donc, il faut des arbres et des zones humides. Voilà, des contingences biologiques qui font qu'il faut arrêter de détruire ces zones. Alors, bien sûr, il y a un volet aussi social qui veut que, là, on a affaire à une mafia, en fait, qui avec des conflits d'intérêts, des élus qui sont à la fois promoteurs, décideurs et bénéficiaires. Ils ont les entreprises, ils sont au poste de commande. Voilà, plusieurs volets sociaux sur qui nous commande et qui fait ces projets-là, quoi. Ouais, donc il y a plein de volets, plein de raisons de s'opposer à ce. En fait, quand moi j'ai commencé à étudier le dossier, en fait, j'ai rapidement vu qu'il y avait toute la merde dans laquelle nous vivons, tous les aspects de cette société insupportable sont concentrés dans ce projet de barrage de Sivens. Vraiment, c'est un révélateur assez criant. Ok. On va en venir au week-end du 25 et 26 octobre. C'est pas forcément pour isoler ça, parce que ça fait partie d'un tout, évidemment. Mais il y a des vidéos qui ont été faites de cette journée-là, par en particulier une très intéressante qui dure 30 minutes. Alors on va pas la faire ici parce qu'on n'a qu'une demi-heure, qui a été filmée par le groupe Groix. Le samedi 25 octobre et qui montre parfaitement l'ambiance sur ce qu'on peut appeler un vrai champ de bataille, une sorte de... Voilà, on va faire trois courts extraits, et puis évidemment, j'aimerais bien que tu les commentes. Et là, on a, pour planter un peu le décor, on est dans une sorte de... Parce qu'à la radio, on ne voit pas les vidéos. Bon, alors évidemment, ça c'est la limite. Une sorte de no man's land, où les machines ont déjà arraché les arbres, tout détruit. Comme tu l'as dit, c'était au mois de septembre, c'est ça ? Ouais. Alors, il fait très beau, c'est un peu ambiance pique-nique. On est je crois, à peu près 1 kilomètre du lieu de rassemblement où il y a qui avait été organisé ce jour-là. Et alors, d'un côté, il y a quelques gendarmes, un peu déguisés en Robocop, mais qui gardent un portail en fer. Ils gardent un portail en fer, il n'y a rien derrière. On voit un peu plus loin un terrain grillagé, entouré de fossés, puis on voit quelques buts en béton, mais on se demande ce qu'ils font là, en fait. Et puis de l'autre côté du terrain, séparé par une sorte de tranchée, il y a des militants, et puis ça semble bon enfant. Alors, on va écouter une petite chanson. On défend les barricades avec des pierres, mais ça marche pas. On défend les barricades, quoi ? On n'entend plus rien, là. Bah non, on n'entend plus rien. On défend la barricade à la syrienne ? À la tyrienne ? Bon, moi je sais pas ce que c'est ça, la tyrienne. Aux patates d'or, ça lance des patates. Et alors là, on défend la barricade jusqu'à la mort. Allô ? Ouais, c'est ce qu'ils chantent, ouais. Alors tout ça se fait je dis vraiment, ça a l'air bon enfant. Ils sont à côté de la tranchée, ils chantent, mais ils chantent quand même un truc qui peut être vu ce qui s'est passé après. Alors on va
on va essayer d'écouter une deuxième vidéo, parce que là, pour le moment, rien ne se passe. Hein. Je te dis, il y a 3-4 gendarmes qui sont là. Et puis tout d'un coup, sur la vidéo suivante, on voit comment les gendarmes qui commencent à se déployer là, en lisière de forêt avancent vers les opposants et les attaquent à la grenade, quoi. Est-ce qu'on entend les bruits des lacrymos, là ? Ah non, c'est pas des lacrymos, là, ça. C'est quoi, ça ? Ah ben ça, c'est des grenades, des vraies grenades, quoi. Ceux qui explosent, quoi. Et alors, la scène est ahurissante, parce qu'en fait, on voit arriver d'un côté les gendarmes, hein, à fond, avec leurs boucliers, leurs matraques, tout leur attirail. Et puis de l'autre côté, on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc les gendarmes attaquent. Alors là, on entend, ça hurle, putain dégagé. Oui, parce que le contexte, c'est que auparavant, il y a une manif. Avec des moutons qui se déplacent vers le site. Là, attends, on voit les gendarmes qui avancent, qui poussent et qui sont sifflés par tous les gens qui regardent la scène. Parce qu'il y a des gens qui regardent la scène. On est sur une scène de théâtre. Et là, ça commence à pousser. Enfin, on sent bien qu'ils attaquent, qu'ils vont à la... Enfin, pour moi, c'est assez clair qu'ils vont à la provocation, quoi. Et alors, il y a quelqu'un qui dit retournez à la métairie. Et voilà. Excuse-moi, tu disais, parce que il y a vraiment... cette scène, elle est ahurissante, quoi. Mais je voulais... Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je disais qu'effectivement, il y a plein de gens qui sont pas cagoulés, qui sont là face aux grilles. À l'intérieur des grilles, il y a les CRS. Hein, et c'est les gendarmes, par contre, les gendarmes mobiles qui attaquent. Et en fait, ils attaquent, mais ils restent en position. Hein, ils n'ont pas cherché à repousser les manifestants jusqu'à la métairie. Hein, ils ont simplement empêché les manifestants de s'approcher des grillages, quoi. Mais comme il y a tous ces gens qui sont là sans cagoule et qui restent là, proches des grilles, ça énerve les cagoulés. Ça énerve les cagoulés parce que eux, ils veulent pas blesser quelqu'un, donc ils sont obligés de trouver un autre terrain d'affrontement avec les gendarmes. Donc forcément, on entend dégager de là parce que ils leur demandent de s'en aller, quoi. Voilà. Ah, c'est les cagoulés qui demandent ce sont les cagoulés qui demandent aux badauds de s'en aller. Ouais. D'accord. Ouais. Je croyais que c'était les badauds qui demandaient aux gendarmes de s'en aller. Bon, d'accord. Ouais, mais il y a sûrement ça aussi. Aussi, d'accord. Il y a ça. Tout le monde demande à tout le monde de s'en aller. Mais en fait, tout le monde reste et tout le monde se tape dessus. Alors, on va... Moi, je suis coupé, là, je t'entends. Des fois, j'ai l'impression que je suis coupé. C'est parce que peut-être je ne parle pas suffisamment dans le micro, je ne sais pas. Il y a une troisième vidéo où là, il y a des gens qui arrivent quand même pour essayer de faire une tentative de dialogue avec les gendarmes qui sont derrière leur portail à garder rien du tout. Pour leur dire... C'est des CRS. C'est les CRS, là ? D'accord. Pour leur demander, enfin voilà, essayer de faire une tentative en tout cas d'essayer de s'entendre, de dialoguer. Alors on va voir ça, on va écouter ça. Alors ça se tape dessus partout, ça lance des grenades, probablement des molotovs. Mais les opposants reculent. Et vous n'avez pas retenu les leçons de Notre-Dame-des-Landes, j'ai l'impression, messieurs. Ah mais ça va terminer pareil. Vous allez avoir 2 ou 3 morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour un politique va dire on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Il y a un colonel là-bas, c'est à lui qu'il faut le lui dire. Ça fait des mois que... Eh ben ce monsieur le colonel, il a qu'à venir discuter, hein. On peut discuter, c'est mieux peut-être que de s'envoyer des projectiles.
qui supervise les choses. Il n'est pas là pour discuter. Ben si, on est toujours là. Gros pour plan sur le discuter, colonel. Au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui supervise, il y a le préfet derrière. Oui, le préfet, il est bien au chaud. Et après, il y a le ministère. Parce qu'ils sont toujours en liaison. Mais Ah non, ils s'en foutent de savoir contre qui c'est pas battent. grave, Qui se c'est battent, ils s'en foutent. de voir un livre. Ça veut dire que quand Ouais, il y a mais un mort ça, ou un c'est blessé, c'est ceux qui eh gardent bien, les le plages, gouvernement est strictement responsable. Donc ça veut dire que le gouvernement est strictement responsable. C'est lui qui l'a fait, même s'il avait l'ordre. Les arbres que vous aviez coupés. On repart sur le champ de bataille. On vous comprend, c'est votre job. On n'est pas là pour vous faire du tort. Ne nous tuez pas non plus. Ah, quelqu'un dit ne nous tuez pas non plus. Ça serait des règles politiquement. Et que le préfet voit qu'il y a des gens ici qui sont prêts à se battre pacifiquement. C'est pas très radiophonique, désolé. Donc on voit deux CRS, ah oui, ce sont des CRS effectivement, qui demandent plus de munitions, on dirait. À qui la faute? C'est qui a lancé le premier? C'est qui a lancé le premier? À qui la faute? Alors là, c'est qui a lancé le premier, si vous n'étiez pas là, ça se passerait bien. Et alors là, je pense que les CRS sont hués. Donc là, ils sont en train de balancer des grenades partout. Et il y a... Ça, on va voir ça tout à l'heure. Il y a quelqu'un chez les opposants qui est blessé. Mais il y a un petit groupe de personnes qui va s'approcher de lui. Entre-temps, on voit arriver les clowns le long de la tranchée. Et il y a un gars qui fait le funambule avec un parapluie pour essayer de séparer les deux camps. Et ça continue à canarder. C'est des scènes de guerre là. Hein. Et puis voilà, je parlais des clowns. Alors il y a la brigade des clowns qui arrive. Ah, il y a quelqu'un qui s'énerve au grillage en demandant au colonel de venir s'il a des couilles. Donc là on voit la personne, le funambule avec son petit parapluie rouge qui essaye de s'interposer entre les deux pendant que les CRS canardent. Et puis il y a un clown qui va venir avec son petit bout de bâton là pour montrer que ni les uns ni les autres voilà, qu'il faut arrêter, il faut arrêter les dégâts quoi. Alors les clowns ont fait baisser la tension un peu. Voilà. Alors en fin d'après-midi, la situation se calme, et puis les opposants vont revenir sur le terrain en fin de soirée, et puis d'autres affrontements du même style, j'imagine, ont lieu, et c'est dans la nuit que Rémi Fraisse sera tué. Oui, ça aurait très bien pu arriver avant. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, une grenade qui atterrit elle a très probablement atterri entre son dos et son sac à dos. Donc elle s'est coincée donc elle a explosé dans son dos, quoi, au contact de la peau. Et faut savoir qu'une grenade, lorsqu'elle a un simple bout de tissu dessus, l'effet de souffle est démultiplié en fait. Ouais, si elle explose comme ça à côté de vous, il y a des chances pour que vous soyez sonné. Mais vous n'allez pas forcément en mourir. Par contre, s'il y a un bout de tissu qui la gêne dans son explosion, l'effet de souffle est démultiplié. Donc là, si elle s'est coincée dans le sac à dos, entre son dos et son sac à dos, c'est sûr. Ce genre de truc aurait très bien pu arriver dans l'après-midi. Quand il lance des grenades comme ça en l'air, on ne sait pas exactement où est-ce qu'il tire, quoi. Enfin, c'est hallucinant, ça explose un peu partout. Oui, ils ont aucune visibilité, enfin, parce qu'il y a de la fumée partout. Enfin. Alors, donc après, par rapport aux
à ce fichu rapport là de l'inspection générale de la gendarmerie nationale que je vous conseille de lire ça parce que, enfin évidemment avec un filtre. Il parle d'une bonté brutale en violence de l'opposition. Depuis le mois d'août 2014, donc au moment de la destruction. Et puis, en fait, ils vous rendent responsable, quelque part, de cette montée en puissance de la violence qui aurait eu comme issue normale le décès de quelqu'un. Oui, alors, ce vous, en fait, c'est vrai, moi, depuis un an, j'ai vu passer, je sais pas, plus d'un millier de visages, quoi, dans la vallée. Et puis entre le 1er septembre et puis le 25 octobre, il en est passé encore des centaines et des centaines et des centaines. Et je peux pas dire un millier, je sais pas, mais j'y étais pas tous les jours. Mais des tas de gens, des tas de gens venaient s'expérimenter. Par exemple, cette dame, cette quinquagénaire là, qui vient 2 fois une semaine dans les mois de septembre et octobre, et qui se retrouve parmi les 9 le 29 septembre, qui sont dans la caravane à Gazad. Alors c'est une femme, elle doit mesurer 1m45. Quand vous la voyez, vous avez envie de lui donner une pièce, quoi. Je veux dire, c'est pas c'est pas un Robocop habillé. Est-ce qu'on peut la qualifier de zadiste? Voilà, c'est les questions qu'on pose. C'est-à-dire qu'en fait, ils appellent ça redoubler de violence, mais en fait, c'est eux qui viennent et qui, avec les gendarmes, forcément, puisqu'on n'obéit pas à leurs ordres de déguerpir, ils sont bien obligés d'utiliser de la violence, jusqu'à un certain point. Alors effectivement, ils peuvent quand même se féliciter qu'il n'y ait pas eu un mort avant, parce que c'est vrai que des scènes où il y aurait pu avoir un mort, il y en a eu plein. Et il y aurait pu avoir beaucoup plus de blessés. Par exemple, les gendarmes, à un moment donné, on voyait très bien qu'ils faisaient exprès, à un moment donné seulement, parce que ça n'a pas été toujours le cas, ils faisaient parfois exprès de tirer à côté avec leur flashball. Combien de copains ont eu le flashball qui est passé au ras de son oreille, quoi. Au ras de l'oreille. Donc, c'est vrai qu'ils ont fait des efforts pour essayer de pas blesser des gens, mais inévitablement, en fait, c'est arrivé que ça blesse et que ça tue, quoi. Puisqu'ils utilisent des armes qui tuent, en fait. Alors le vous évidemment, bon, c'est effectivement, le vous il est compliqué. Il est très compliqué parce que moi, je suis un parmienne et le vous est compliqué. J'observe qu'il y a plein de gens qui se mobilisent autour de moi. Et je discute avec eux, j'essaye, mais on peut pas connaître tout le monde et on peut pas faire des catégories si facilement. Hein. Oui, parce que mais par rapport aux médias, même, enfin, ce qu'on a entendu après, c'est que voilà, c'était un groupe ultra violent, ultra radical. Il y avait on a utilisé le mot terrorisme. Il y avait les méchants squatteurs, puis les méchants hippies. Alors ça, c'est nouveau. Mais une espèce de population qui serait comme une sous-population, des gens qui bizarres. Ouais, mais ça pourrait être votre voisin, en fait. Combien il y a de gens qui sont surpris, tiens, je te connaissais pas, je t'avais jamais vu avec une cagoule. Effectivement, j'ai une cagoule de temps en temps. Et ça pourrait être n'importe qui que vous croisez tous les jours. Voilà. C'est des gens qui vont. Moi, j'appelle ça un jeu. C'est un jeu parce que c'est vraiment c'est hallucinant de stupidité d'aller devant des gendarmes. Mais c'est un jeu très important pour faire tomber le masque de cet état, quoi, de ce système. S'ils vont pas à l'affrontement, s'ils obligent pas les gendarmes à jeter des grenades, on a l'impression que ce projet de barrage, finalement, il n'est pas si mauvais que ça. Alors qu'ils sont obligés, pour faire leur barrage, d'utiliser des grenades. Et ça doit poser question à tout le monde quand même. Quel est le vrai visage de ce pouvoir, de ce système où malgré tout ce qu'ils peuvent dire, ils disent que c'est légal, etc. Qu'est-ce que c'est que cette légalité qui s'invente, quoi, qui s'organise entre eux, quoi.
Donc c'est important, c'est un jeu symbolique, très symbolique, mais qui est quand même très dangereux. Mais quand même, il y en a pas mal qui ont vécu la mort pour la première fois dans leur rang, parce que c'est quand même pas si courant que ça, quoi. D'ailleurs, à part Vital Michalon, en 77, oui. Qui a été tué par une grenade en manifestation. Peut-être avant. D'où le lien avec la lutte, enfin avec le nucléaire, oui. Donc ça, il n'y avait pas grand monde qui avait en mémoire la mémoire d'un camarade tombé dans ce genre de truc. Et là, maintenant, c'est le cas. Là, donc ça donne à réfléchir. Peut-être qu'ils vont arrêter de chanter jusqu'à la mort. Je ne sais pas. Alors maintenant, la ZAD... C'est sûr que ça fait réfléchir. Oui. Alors l'avenir, là, on n'a plus trop de temps, mais l'avenir... J'entends plus, là. On n'a plus trop de temps, mais l'avenir proche pour la ZAD... J'entends à moitié, je n'entends rien du tout. De toute façon, on est arrivé largement au terme de notre émission. On essaiera de retrouver, de réinviter, parce qu'on avait encore pas mal de choses à dire. Donc, je vais juste un petit peu, vous faire entendre l'ambiance qui régnait la nuit du 25 au 26 octobre sur le champ de bataille, quelques heures avant le décès de Rémi Fraisse. Et vous allez voir, ça a l'air gentil quand même. Mais alors on voit il fait tout noir. On voit des feux de camp, donc il y a des feux de camp. Et puis on voit des gros projecteurs qui balayent la zone. Alors, il y a des manifestants qui hurlent « Allez, vas-y, recule ». Je pense que c'est ça. Il y a toute une ligne de feu de camp. Et puis, voilà, autour du feu de camp, une djembé. Alors, il faut savoir que cette nuit-là, c'est le rapport de l'inspection générale de la gendarmerie nationale qui le dit. L'escadron de gendarmerie mobile numéro 28-2 a tiré 237 grenades lacrymo, 41 balles de défense, 38 grenades F4 et a lancé 23 grenades offensives, dont une qui a tué Rémi Fraisse. Voilà, vous pouvez retrouver le lien de ces vidéos sur le site du groupe GROIX, G-R-O-I-X. Je vous conseille d'aller consulter le site Tant qu'il y aura des bouilles. Et puis de lire ce rapport de l'IGGN qui est disponible sur Internet, qui explique en fait que c'est bien une grenade offensive qui a tué Rémi Fraisse, mais que le gendarme qui l'a tiré ne peut pas être tenu pour responsable parce qu'il n'a pas fait de faute professionnelle. Et puis quelques lectures utiles sur La violence, oui ou non, sans point d'interrogation, de Gunther Anders aux éditions Fario, qui était récemment publié. Et puis à nos amis du comité Invisible aux éditions La Fabrique 2014. Voilà. Merci à notre ami du testé. Merci à Sidi à la technique. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Le collectif antinucléaire.